Bonjour, nous retrouvons, comme nous le faisons régulièrement à Rome, Lou Besmond de Senneville, qui est le correspondant permanent du journal La Croix, pour évoquer avec lui l'actualité du pape et du Vatican. Lou, bonjour. Alors une première question, des propos très polémiques du pape sur l'Ukraine, le pape qui parle d'agiter le drapeau blanc. Qu'en est-il de cette polémique ? Alors effectivement, le pape dans une interview qui a été accordée début février, mais diffusée début mars, heu a été interrogé sur le blanc, c'était le thème de l'émission et donc à cette occasion, on l'a interrogé sur le drapeau blanc et donc il a effectivement dit que, eh bien, l'Ukraine devrait hisser le drapeau blanc, enfin les belligérants en tout cas devraient hisser le drapeau blanc, entre l'Ukraine et la Russie. Alors l'expression drapeau blanc est totalement, nouvelle, ou en tout cas il l'avait jamais utilisée. Elle a été un peu induite par la question du journaliste, il faut quand même le dire. En revanche, ce que ça révèle, c'est que, eh bien, le pape, est fondamentalement pacifiste. Il ne cesse de demander, un cessez-le-feu. Heu, du côté de la diplomatie vaticane, ça a quand même un peu gêné aux entournures, parce que depuis quelques mois, sur le dossier ukrainien, la diplomatie vaticane, plaide pour, une paix juste et durable. C'est vraiment les 2 termes qui sont employés régulièrement dans les échanges diplomatiques, dans les sommets internationaux. Donc voilà, c'est un tout petit peu différent qu'un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Alors même si le pape a pas dit ça, mais l'expression drapeau blanc peut un peu, résonner de cette manière. Donc voilà, plutôt un moment de gêne et puis un moment de précision, de clarification avec une interview qui est donnée par le cardinal Pietro Parolin, donc le numéro 2 du Saint-Siège, le secrétaire d'État, à la presse italienne, quelques jours après, disant que, eh bien, le pape appelle, le Vatican appelle à des négociations et à un cessez-le-feu, effectivement, mais dans des conditions qui soient, justes pour tout le monde. Est-ce que l'on peut dire finalement que ces propos du pape marquent un changement pour la position diplomatique du Vatican sur ce conflit ? Alors, au cours de ces dernières semaines, je suis pas sûr. En revanche, oui, il y a eu une évolution diplomatique, depuis le début de la guerre. C'est sûr qu'au début de la guerre, eh bien, on était, sur des appels, à des cessez-le-feu, immédiats. Ça, c'est sûr et puis, petit à petit, on a bien vu que le discours sur la guerre juste, le discours aussi sur l'envoi d'armes en Ukraine a évolué, c'était très mal perçu et puis, et le cardinal Parolin et monseigneur Gallagher, donc le ministre des Affaires étrangères du pape, ont admis quand même qu'il y avait une légitimité à pouvoir envoyer des armes aux Ukrainiens pour qu'ils puissent se défendre dans le cadre d'une action légitime et dans le cadre d'une défense légitime. Hem, voilà, mais il y a quand même toujours une peur au Vatican, ou il y a eu une peur au Vatican à un moment d'un surarmement de l'Ukraine, et donc d'un voilà, d'une étendue du conflit, dans tout l'est de l'Europe. Rapprochons-nous géographiquement de Monaco. La France a inscrit il y a quelques jours dans sa constitution un prétendu droit à l'interruption volontaire de grossesse. Le débat va porter dans quelques semaines sur la fin de vie, des sujets qui sont brûlants et qui touchent particulièrement le pape. Quelle est un peu la position du Vatican ? Écoutez, sur ces questions-là, bon, la position du Saint-Siège est constante, hein, aussi bien sur les questions de l'interruption volontaire de grossesse que sur l'euthanasie. La stratégie quand même du Vatican et du Saint-Siège, c'est de laisser, les évêques locaux en première ligne. Ça a toujours été ça la stratégie, au nom d'un principe de, voilà, d'action, locale, des évêques, hein, au nom d'un principe de subsidiarité. Alors, si le Vatican s'exprime, c'est soit par des canaux diplomatiques, en privé, hein, donc les canaux diplomatiques classiques, mais les prises de position publiques arrivent plutôt, en dernière limite ou vers la fin du processus. On l'a bien vu pour l'avortement. Le Vatican s'est exprimé vraiment au moment du vote du Congrès, hein, ou quelques jours avant. On peut imaginer que pour l'euthanasie, la prise de position publique du Vatican, s'il y en a une, ce serait plutôt à ce moment-là. Vous savez que le projet de loi, va être présenté, en tout cas selon le gouvernement, plutôt courant mai. Donc on peut imaginer que s'il y a une prise de position gouvernementale, ce soit plutôt au moment, des débats parlementaires, donc qui vont quand même durer quelques semaines, et qu'en attendant, ce sont plutôt, les évêques qui, doivent se positionner, et donc c'est plutôt ça le fonctionnement, classique, si je puis dire, pas lié à la France, hein, mais classique, des positions du Saint-Siège.
Plusieurs observateurs ces derniers jours ont remarqué que le pape semblait beaucoup plus fatigué, une santé plus défaillante. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le pape va être capable, disent certains, de mener à son terme le synode sur la synodalité? Écoutez, sur la santé du pape, elle n'est pas, brillante, ça c'est sûr. Le pape a 87 ans depuis le mois de décembre, il va sur ses 88. Il est, à l'évidence plus fatigué qu'en début de pontificat. On peut quand même noter que cette année, c'est une année sans voyages internationaux. Il y a 3 déplacements en Italie qui sont prévus, mais entre septembre dernier, Marseille, et août prochain, une tournée asiatique. Voilà, il n'y a aucun déplacement prévu à part 3 déplacements en Italie. Donc voilà, il y a quand même plutôt un ralentissement du rythme. Ce qu'on peut observer, c'est que on est maintenant probablement dans un cycle où il y aura à la fois il y aura successivement des coups de fatigue et en même temps euh, voilà, une activité normale, mais là, ça doit faire 15 jours que le pape a des difficultés à prononcer ses discours, donc il laisse plutôt ses collaborateurs faire. Donc voilà sur la santé et sur la santé du pape. Mais moi, j'observe pas de dégradation rapide ou subite. C'est plutôt quelque chose d'assez progressif, hein, de ce que je peux observer en tout cas. On dit que cette session du synode va être particulièrement tendue. Le pape va arriver à suivre et à diriger les débats? Alors effectivement, ce synode, il y a un synode donc qui arrive, une assemblée en tout cas plénière du synode qui arrive au mois d'octobre prochain. C'est un moment important, c'est un moment décisif, voilà, et pour l'Église catholique et pour le pape. Pour l'Église catholique parce que c'est quand même l'aboutissement d'un moment de réflexion de plusieurs années sur son avenir, sur sa gouvernance, et puis pour le pape François parce qu'il joue là son héritage théologique, c'est vraiment ce qu'il veut léguer à l'Église catholique, sa pensée, enfin oui, on peut quand même parler d'héritage. Il sent bien qu'il est à l'évidence à la fin de son pontificat. Euh, et effectivement, ça va demander pas mal d'énergie au pape, hein, pour diriger ce synode. Alors, a été annoncé il y a quelques jours la création de 10 groupes de travail, 10 groupes thématiques. Le but, c'est un peu de cadrer les débats. Le premier synode, eh bien, l'objectif, c'était de faire émerger la parole et de faire émerger des débats. Et là, ils avaient bien dit, on va choisir plusieurs sujets et on va les creuser. Donc, c'est exactement ça qui se passe autour de 10 sujets, 10 groupes de travail. Le but, c'est aussi d'impliquer un peu plus les théologiens qui avaient été un peu laissés de côté la dernière fois en octobre 2023. Un pape qui est plutôt à la fin de son pontificat et qui décide de publier une autobiographie dont vraisemblablement vous avez déjà lu le contenu. Qu'y a-t-il à en retenir? Alors, dans cette autobiographie, d'abord, il faut le dire, il n'y a aucune révélation. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Donc, ceux qui attendent des révélations, eh bien, ils passeront leur chemin. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est une sorte de rélecture du pape François de sa vie. Voilà, à la fin de sa vie, hein, c'est une sorte de relecture de son parcours où il met en lien ce qu'il a vécu dans sa vie depuis son enfance et son pontificat. Donc voilà, ce qui est intéressant dans cette biographie, c'est qu'il voilà, c'est cette phase de relecture d'un homme au soir de sa vie, et ça donne quand même des clés de lecture assez intéressantes sur le pontificat, et on voit bien comment l'expérience personnelle de Bergoglio a radicalement orienté le pontificat du pape François. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant en termes de clés de lecture. Voilà, si on cherche à comprendre ce pontificat et ce qui se joue, ce qui s'est joué depuis 11 ans, c'est une lecture qui peut valoir le coup. Le livre sort, me semble-t-il, le 20 mars en France. Le pape va présider un certain nombre de cérémonies pour la Semaine Sainte et pour Pâques. Il me semble qu'il y en a une un peu particulière cette année, c'est le Jeudi Saint. Le jeudi saint, le pape ira célébrer la messe dans une prison pour femmes de Rome. Vous savez que c'est une vieille tradition qui a été initiée par Bergoglio, c'est-à-dire au moment où il était archevêque de Buenos Aires. Et depuis, c'est une tradition qui n'a presque jamais manqué. Voilà, la messe en prison à l'occasion du Jeudi Saint. Merci beaucoup. Nous étions avec Lou Besmond-Senneville, qui est le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, pour évoquer avec lui l'actualité du pape et du Vatican. À tous, je vous souhaite une belle semaine sainte et une belle fête de Pâques en avance. À bientôt.